Retour sur le plateau après ce film Journal intime en compagnie de Cathy Rault, qui est la réalisatrice, Célia Pichuk et Clément Albertine. Célia Pichuk, à vous la parole. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Qu'est-ce que vous avez ressenti en regardant ce film? Il les reflète vraiment extrêmement bien ce personnage qu'est Miguel. On le retrouve pleinement dans toute sa sensibilité, dans sa façon, cette façon qu'il a extrêmement naturelle de tout partager, en fait. Beaucoup d'entre nous, effectivement, le suivent aussi sur les réseaux et on sait à quel point il est actif. Plus qu'actif sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que ça permet peut-être de le voir dans un contexte où il est plus posé, où justement, Journal intime porte bien son nom, pour le coup. Et moi, je suis très touchée de l'avoir, de le voir comme ça, aussi bien mis en valeur aussi. Et dans cette salle de spectacle, je trouve que ça ce cadre, en tout cas, pour le documentaire, lui convient très bien. Et à travers ça, on a pu creuser un petit peu en profondeur ce qu'est ce personnage si touchant. Clément, votre sentiment? Elle a tout dit. C'est dur de passer derrière. Non, je plaisante. Félicitations, parce que le documentaire est vraiment réussi. Partageant beaucoup du quotidien de Miguel, du coup, je suis bien placé pour dire qu'il est très réussi. Je vous coupe, vous êtes intervenus tous les deux au sein de Sparty Music. Exactement, on est ensemble même sur nos projets respectifs. Donc voilà, le quotidien de Miguel, je le connais. Et j'ai retrouvé beaucoup de son intimité. Donc voilà, c'est vrai que le documentaire porte bien son nom. Et je trouve vraiment que... alors félicitations à Cathy pour la réalisation de ce documentaire qui est très représentatif. Félicitations aussi à Miguel parce que je trouve qu'il parle avec beaucoup de pudeur et je trouve ça très classe la manière dont il a d'aborder toute cette création et ce processus de création. Donc bravo à vous deux, c'était super réussi. Justement, vous parliez du processus de création, on a l'impression qu'on est au cœur de ça, c'est-à-dire... Et je sais que Cathy, vous avez réalisé beaucoup de documentaires autour des artistes et c'est un peu toujours ce que vous cherchez, c'est-à-dire comment on crée, comment on transforme. C'est hyper mystérieux. C'est très mystérieux comment on transforme les émotions. On a du mal à imaginer, à concevoir ce mécanisme et puis en fait finalement qui est propre à chacun. Donc on creuse toujours de manière très différente parce que pour Miguel s'exprime énormément autour de toutes ses émotions, de ce qu'il a vécu, de ce qui a marqué sa vie. Je ne sais pas comment s'exprime Célia ou comment s'exprime Clément, forcément un peu de la même manière aussi, mais c'est vrai que ce processus, il est toujours très intéressant à explorer, à creuser. C'est très mystérieux comment on transforme les émotions, les joies, les souffrances, en création. Et comment ça devient de la création, comment on met des musiques et comment on compose, on écrit des choses. J'imagine que pour vous, c'est un peu la même chose. Je pense que Clément est mieux placé que moi pour en parler, parce que moi, souvent, j'accompagne des artistes dans leurs projets. Et ça me permet de ne pas avoir forcément à mettre en avant. Mais vous composez aussi, Célia, vous composez aussi. Vous avez composé, y compris des musiques de films. Oui, mais il y a toujours un support, il y a toujours un propos, il y a toujours quelque chose qui me permet... je ne sais pas si de moi-même, j'irais exprimer des choses... inventer de toutes pièces des choses extrêmement personnelles, comme Clément peut le faire, ou comme Miguel le fait, ou comme d'autres artistes qui se retrouvent devant la scène à chanter... Voilà, comment ça se passe pour toi? Moi, j'aurais pas dit que c'était si différent. Je pense que tu crées à ta manière et on crée tous à notre manière. Moi, je vois beaucoup Miguel faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent dans la manière de faire. Après... pour moi aussi, j'avoue que c'était hyper mystérieux. Quand on est plus jeune et qu'on s'imagine créer, on se dit toujours, lui, il a le potentiel, pas moi. Et après, avec les aventures, les émotions différentes, on arrive à... c'est un besoin, en fait, ou est-ce qu'on franchit un cap? Est-ce que c'est un besoin que l'on ressent impérieux de passer à autre chose, de dire des choses? Moi, je pense que c'est un peu comme commencer à fumer. C'est-à-dire qu'au début, on le fait peut-être un peu... Alors, on va dire à nos téléspectateurs... Ah oui, pardon. J'ai d'arrêter. Voilà. Oui, je suis désolé. Non, mais je pense que, en tout cas, pour ma part, j'ai commencé en me disant que c'était super, que j'aimerais justement bien le faire. Et petit à petit, on se prend au jeu et on se rend compte que c'est de plus en plus réussi, plus c'est sincère, plus c'est réussi. Et bon, à mon humble niveau, mais en tout
cas, c'est plus on va chercher en profondeur et plus on va chercher la sincérité que c'est réussi. Et pour Miguel, pour le coup, je pense que c'était sincère dès le début. Son processus créatif était très sincère dès le début. Et moi, je suis très admiratif de ça, de sa capacité à aller chercher tout de suite l'émotion directement. C'est curieux d'ailleurs, parce que quand il s'exprime, Miguel, il dit que le confinement a été un moment déterminant. Peut-être une question de temps aussi. Oui, justement. Faire le temps. C'était pour beaucoup de la population, c'était des moments de souffrance, de l'impossibilité de travailler, de se déplacer, etc. Pour beaucoup d'artistes, en revanche, ça a été un moment de pause, d'inspiration, de pouvoir travailler. Et de création. Et en même temps, la création a été déterminante pour tous, pour pouvoir passer cette période de confinement, parce que qu'aurions-nous fait si nous n'avions pas eu la musique, les films, la culture pour passer cette... Je pense qu'en fait, tout le monde a créé quelque chose pendant ces moments-là. C'est-à-dire que même si on n'est pas artiste, musicien ou autre, qui s'est mis à créer des plats de cuisine, à créer des décors chez lui. Moi, j'ai peint, moi. Voilà. Vous aviez fait avec Thomas Bronzi, il me semble, me souvenir que vous avez fait une chanson pendant le confinement. Avec le Jacques Orchestra, effectivement, on avait fait une version avec un orchestre confiné. Ça nous avait bien occupé, quoi. Et je pense qu'on a tous été... Et puis on avait besoin d'occuper ce temps d'une manière optimiste. Et créer, c'est quand même une manière de prolonger, c'est quand même une manière optimiste d'occuper le temps. Donc peut-être qu'on avait besoin aussi d'un temps positif. Oui. Et on créait, on se projetait. Par rapport à Miguel, c'est que comme de lui-même, je pense qu'il ne peut pas forcément se dégager du temps. Il est tout le temps pris dans 1000 projets, dans 1000... Voilà, c'est vrai. Il a une idée par minute, il a des envies constantes, il dit jamais non, il est tout le temps en train de travailler, tout le temps en train d'imaginer. En fait, ça s'arrête jamais, il ne se pose jamais. D'ailleurs, vous avez vu à la fin du documentaire, je lui ai dit qu'il va se poser, alors moi je l'ai regardé. Ouais. Et il me dit personne n'y croit. Mais non. Même pas lui. Après, il y a un impératif qui est aussi l'impératif économique. Pour les artistes, encore c'est ailleurs, qui fait qu'on est peut-être pris souvent dans une logique où, lorsqu'on est intermittent du spectacle, c'est compliqué aussi de se poser, de s'arrêter, de prendre peut-être une année pour créer quelque chose. Certainement, une année, c'est impossible. Mais on peut... moi, je sais que je suis intermittente depuis une vingtaine d'années maintenant et que j'arrive quand même à gérer mon temps. Mais après, ce sont des choix aussi, des choix on travaille moins, on gagne moins, mais on peut, pour moi, si mes heures sont assurées, et ça me permet justement de me dégager du temps de création qui est, pour moi, le luxe le plus absolu que je puisse m'offrir. C'est pas matériel, c'est... Vous évoquiez, Cathy, entre guillemets, une nouvelle génération d'artistes de la scène insulaire. On les appelle un peu comme ça, nous, hein. Oui. Non, hein, c'est vrai, non, vous nouvelle génération, toute cette génération, Clément Albertini, alors Célia, non, moi je suis plus nouvelle, non. Voilà. Mais Célia, la particularité de Célia, c'est qu'elle fait la passerelle entre... Elle fait la passerelle puisqu'elle a collaboré avec des vieux groupes, les enfants du Riacuiste, on dira. Oui, Bocchevin notamment. Aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants. Moi j'ai commencé avec les Tianes. Avec les Tianes, c'est ce que... Non, pas les enfants du Riacuiste, tous les gens du Riacuiste. Oui, tout à fait. Non, mais je parlais d'eux. Ah oui, bien sûr. Est-ce qu'ils sont les petits-enfants du coup? Et on a cette nouvelle génération, Miguel Dominghi, Clément Albertini, Nicolas Torragine, peut-être aussi Elisa Tramogne, enfin bon, plein de jeunes que je ne connais pas tous et qui font... Est-ce qu'on peut, Clément, vous qualifier de nouvelle génération? Et d'après vous, pourquoi est-ce qu'on a ce regard sur vous, sur tous ces jeunes? Alors moi j'ai du mal à me mettre dans un lot où on va être très dans le compliment. Moi je pense que cette génération elle est très ouverte, elle est plutôt libre. C'est ce qui me plaît quand j'écoute beaucoup de nos copains musiciens, on va dire de cette nouvelle génération. Miguel le représente très bien, de manière très active, de manière très libre. Il en parle dans le documentaire, anglais, français, corse, c'est il se définit pas comme un chanteur corse, il dit exactement. Je suis pas un chanteur corse, je suis pas un chanteur, il n'y a pas d'étiquette en fait. Exactement. J'imagine que c'est pareil pour vous. Oui, c'est exactement ça, la langue c'est le message en fait, le messager, donc cette manière très libre de se construire artistiquement, je pense que
ça c'est nouveau, c'est assez nouveau, sans critiquer du tout l'ancienne génération, mais en tout cas, il y a une volonté d'être libre. Je pense qu'il y a eu une manière aussi un petit peu carrée on caricaturait un petit peu la langue corse, et aujourd'hui, on essaye de libérer. Alors, je ne parle pas que de moi, hein, évidemment, mais il y a une manière un petit peu libre de vouloir exprimer cette langue et ses thèmes. Et moi, je trouve ça admirable. Il y a une chose, enfin si je peux... Oui, bien sûr. Par rapport à ce qu'a dit Clément, effectivement, je pense que dans les années 70, au profit justement d'une prise de parole qui était plus politique, qui était plus... voilà, et qui, la plupart du temps, s'est faite en groupe, et souvent des groupes masculins, effectivement, on a vu disparaître ce qui auparavant existait dans les cabarets, dans la chanson de variété, pour elle-même. En tout cas, en Corse, on a vu ça un petit peu s'atténuer. Très peu d'artistes individuels. Il y avait même finalement. un certain mépris oui, tout à par fait. moment. On ne pouvait pas être artiste de métier parce qu'on était un membre d'un collectif, d'un peuple qui portait une parole. Donc, je me souviens même que Tino Rossi avait eu des problèmes à Ajaccio parce qu'il y avait eu quelques artistes qui l'ont regretté après, qui avaient cherché à empêcher un concert de Tino Rossi. Pas que lui. Comme Anton Ciosi. Anton Ciosi n'a pas toujours connu... n'a pas toujours eu la reconnaissance que... Tout à fait. Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, ça y est, on a renoué les ponts, hein, vraiment, entre voilà, ceux qui étaient les chanteurs, artistes, individuels, voilà. Et effectivement, toute cette génération du réacuiste qui est montée sur scène pour défendre quelque chose et qui quelque part, a aussi... plus privilégier la prise de parole et le message que le côté artistique. Et aujourd'hui, avec donc nous qui en sommes, parce que je me mets un peu dans le lot, on en est un petit peu tous les enfants, ou en tout cas les neveux et nièces, et on a hérité de quelque chose, mais on a aussi appris. Et on est aussi allé voir, à s'émanciper, et surtout peut-être à reprendre la parole individuellement. Parce que un artiste, c'est une entité, c'est un point de vue sur le monde, c'est pas forcément un message politique. Voilà. Je pense que cette génération-là, elle se distingue vraiment par rapport à ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la préoccupation, elle est artistique. Et c'est pas pour autant qu'elle est dénuée de messages. Oui, la motivation, elle est dans l'inspiration, dans la création artistique. Elle n'est pas dans le rejet ou dans une rupture avec le passé. En fait, on a l'impression d'une évolution, de quelque chose d'assez doux, de gens qui... Mais est-ce que c'est si doux que ça, finalement? Parce que je ne sais pas si c'est aussi doux et aussi facile pour les artistes de s'émanciper de tout cela. Je ne sais pas s'il ne demeure pas quand même des petites questions dans des coins de la tête. Miguel dit à un moment donné, dans le documentaire, il dit, on disait, ah mais celui-là, il chante pas corse, je fais ce que je veux quand je veux. Oui, et c'est formidable qu'il fasse ce qu'il veut quand il veut, mais est-ce que vraiment on évolue, Clément, là-dedans, avec cet héritage, avec cet environnement, avec cette langue? Est-ce qu'on évolue aussi sereinement que ça? Et est-ce que finalement, quelque part, on ne se sent pas toujours une petite obligation? Moi, je dirais qu'il y a... Ce que dit Miguel, c'est très vrai. Il y a quand même quelque chose avec la légitimité. Il y a une pression par rapport à ça. Je trouve que la langue corse en musique, elle est un petit peu intimidante. Il y a toujours un peu cette peur de mal faire, de mal prononcer, de mal mettre en musique. Et donc, il y a une petite pression. Je pense que c'est de ça que parle Miguel. Moi, j'en ai beaucoup parlé et je me suis beaucoup empêché de composer en corse. Ça m'est déjà arrivé de commencer une chanson, de faire par exemple un yaourt musical au début où je n'ai pas encore les mots, mais j'ai le thème, et de m'empêcher de la développer en corse parce que je me dis... est-ce que je vais bien le faire? Donc je pars plutôt sur du français. Et pourtant, l'idée première, c'était vraiment de la faire en Corse. Donc il y avait un petit peu... ça m'intimidait de la proposer en Corse parce que j'avais peur qu'on la reçoive un petit peu de manière un peu jugeante. Et donc je pense qu'il y a une petite pression par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a des artistes... Je vais citer par exemple, mais c'est vraiment pas juste pour citer eux, mais Pansette à Paradise par exemple, qui est un groupe qui veut casser des codes qui pour moi n'existent pas. Les codes n'existent pas, ils n'existent pas pour la langue anglaise, je vois pas pourquoi ils existeraient pour la langue corse. Et avec du corse, ils arrivent à faire un garage rock assez code, ou si on peut l'appeler comme ça. Et moi j'adore cette liberté-là.
avec une pression qui existe. Voilà, il décide de la foutre à la poubelle, cette pression, et de proposer quelque chose de très libre. Et pour moi, c'est autant un hommage à notre langue que quelque chose de plus codé. J'aime les deux. On les a enregistrés il y a quelques jours dans l'émission, dans le cadre de la captation des concerts Dolce Note, qui passera, Pansette Paradise. Et justement, j'étais à la captation et ils ont repris une vieille chanson de Tiama Dialès, Trales Pond, à la mode de rock. C'était génial. Voilà, et ils se sont totalement affranchis de... Je pense que c'est plus doux aujourd'hui parce que quand il y a eu des précurseurs à ce mouvement-là, on peut parler des Varans, on peut parler d'Igantelli, par exemple, il y a une vingtaine d'années. Et même avant, il y a eu des groupes rock. Tiadéot, et puis il y a eu des groupes de rock comme Arré, Figa, il y a plus de 40 ans, oui, bien sûr, il y a toujours eu. Il y en a eu. Mais par exemple, je me souviens, pour avoir été proche d'Igantelli, que Pierre racontait que certaines fois, il s'était fait quasiment lyncher parce qu'il tordaient la langue corse. Ils en faisaient un parler, c'était leur parler à eux, du quartier, de tous les jours, c'est-à-dire un peu un mélange, une espèce de choses. Et ils remettaient ça dans leurs chansons, c'était leur langue. Et on venait leur reprocher de ne pas faire du vrai corse, alors qu'ils étaient dans une expression complètement contemporaine. Complètement. Mais à la fin, j'allais dire, c'est quand même le public qui décide, non ? Je veux dire, comment vous percevez, vous, la réception du public par rapport à ce que vous faites ? Moi, j'ai l'impression, Clément, vous allez jouer dans quelques jours à l'Albor, c'est déjà complet depuis un bon moment, donc il y a une attente, il y a du désir qui a été créé par rapport à ça. Donc j'imagine que, comme je dis, à la fin, c'est le public qui décide. Oui. Après, ce qui est un peu compliqué à recevoir, c'est que quand on crée quelque chose, malheureusement, s'il y a 100 retours positifs et 3 retours négatifs, on va fixer sur les 3 négatifs. Donc du coup... C'est vrai que si on fait un résumé global, le public choisit, et moi j'ai l'impression, avec tous les noms qu'on a cités jusqu'ici, que dans cette nouvelle génération, il y a un public pour tous ces artistes qui proposent. Maintenant, il y a quelque chose d'un peu plus... pardon, j'ai le terme qui m'échappe. D'un peu plus vaste dans ce qu'on dit jusqu'ici. C'est que... Est-ce qu'on ose aujourd'hui, même parler corse dans cette nouvelle génération ? Il y en a qui arrivent et qui veulent parler corse, mais moi je trouve, encore une fois, je reviens au débat juste avant, c'est qu'il y a quelque chose d'intimidant, et je pense qu'on doit encourager à le parler, à le chanter de toutes les manières, mais à faire vivre cette langue. Et moi je viens d'une génération où c'était un petit peu paralysant d'arriver, de parler corse, encore une fois avec la peur de l'erreur, avec la peur de mal le faire. Et moi aujourd'hui je me dis, par exemple, j'ai proposé ma toute première chanson en Corse, j'avais une peur folle d'être illégitime, et c'était je l'ai proposé à Aviletta. Chanson que j'ai écoutée très souvent, qui arrive très prochainement, et c'était pas pour faire ma promo. J'ai eu le privilège de l'écouter, de la voir, je l'ai enregistrée. Une chanson superbe qui sera sur votre disque. Exactement. Alors c'était vraiment pas pour faire ma promo. Non, mais la chanson est magnifique. Mais avant de la proposer, j'avais vraiment, je vous assure, une peur bleue de la proposer. Moi, ce que j'aime, en fait, dans votre génération, même si, on va pas faire de catégorie, c'est aussi de prendre cette liberté, vous le disiez tous les deux tout à l'heure, et d'admettre que nous sommes riches de deux cultures. Oui, c'est exactement ça. Riches de deux cultures, et le droit de rêver, de penser et de dire dans la langue que nous choisirons. Et ça, je trouve que c'est hyper important. J'allais dire même de plusieurs cultures. De plusieurs cultures, tout à fait. Nico Toragin a une culture, a choisi une autre manière de s'exprimer qui lui correspondait probablement. Miguel a des mots très justes à propos de ça, c'est-à-dire qu'il choisit une langue pour ses chansons en fonction de la musique de la langue. La langue est un outil musical. Et c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que on sent bien finalement ce qui nous guide, c'est la musique en elle-même. C'est ce qu'on dit aussi. La langue ne devrait pas être comme ça au cœur de la crispation. Oui, parce qu'après tout, on peut massacrer de l'anglais, on massacre régulièrement du français. Et ça ne ferait pas qu'il faut massacrer du corse. Il faut peut-être... Ça ne poserait pas autant de problèmes. Et puis la langue, ça renvoie aussi... à un imaginaire.
on n'a pas forcément la chanson d'amour en Corse, en tout cas pour certaines générations, c'est pas forcément évident. Et souvent, la langue corse, elle est cantonnée à des thèmes qui sont le passé, certains domaines. Et c'est vrai que c'est difficile, il faudrait... Il commence à y avoir quelques auteurs. C'est marrant, justement. Voilà. Je trouve qu'il y a des thèmes qui reviennent, du coup. Alors, il y a des thèmes qui reviennent, mais il y en a d'autres qui arrivent. Moi, je sais que j'accompagne aussi Lionel Giacomini, et qui travaille avec des auteurs, notamment Duarte Razon. Et qui écrit pour Miguel, d'ailleurs, aussi. Voilà, qui écrit pour Miguel également, qui vont plus rentrer dans un domaine plus intime, etc. Et donc, on voit aussi une écriture qui évolue au fur et à mesure. On l'a vu dans la littérature aussi. Et dans la littérature, avec Jérôme Ferrari, avec Marco Biancarelli. Oui, avec aujourd'hui une nouvelle génération d'auteurs. Je pense à François Couille, à François-Xavier Dianou-Stéphane, qui lui-même, d'ailleurs, définit ces générations. Il a une formule que j'aime bien, que j'aime beaucoup, que je dis souvent. Ils se définissent comme petits-enfants d'Aléria et enfants de Spielberg. Et j'ai l'impression que pour vous, c'est un peu ça aussi, petits-enfants du réaquisme, mais enfants de culture musicale. Je ne sais pas, des Stones, de U2, d'Oasis, etc. Beethoven. Alors là, c'est arrière petits-enfants de Beethoven. Non, mais je veux dire, la culture... C'est une histoire, quoi. C'est une histoire qui ne s'arrête pas. Mais exactement. Voilà, et qui se nourrit d'elle-même et qui continuera, on l'espère, à évoluer et à être très inspirante. Donc, j'allais dire, se définir comme chanteur corse aujourd'hui, est-ce que ça a du sens? Oui. Puis c'est quoi un chanteur corse? Voilà, c'est quoi un chanteur corse? Est-ce que ça fait référence à une simple géographie? Moi, je pense que ça peut... Pardon, je t'ai coupé. Non. Moi, je pense qu'on peut se définir comme chanteur corse s'il n'y a pas ce désir de pression derrière. Il y a des gens qui décideront de ne chanter qu'en corse. Maintenant, par exemple, le terme chanteur, c'est pareil, ça peut ouvrir un débat aussi. Chanter corse, ça n'est pas avec une seule manière. Moi, je sais que Miguel aussi, je sais qu'on pourrait avoir ce débat. Être chanteur et chanter en corse, est-ce que c'est changer sa manière de chanter entre le français, le corse, l'anglais, par exemple? Moi, j'ai mis du temps à trouver légitime ma voix en corse parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas les réocades, il n'y avait pas exactement la même manière empruntée de chanter le corse que les artistes qui nous ont bercés. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut être chanteur corse avec sa manière de chanter. Miguel le fait très bien, c'est une manière propre à lui. Il y a peut-être moins les codes qu'on aurait mis il y a quelques années dans le chant corse, mais c'est tout aussi sincère, tout aussi joli. Et donc, je pense qu'être chanteur corse aujourd'hui, c'est être chanteur, tout simplement. Mais avec ce moyen de le partager. Et être chanteuse corse. Pardon, je pense que... c'est vrai, oui. Non, mais tu as complètement raison. Et ce qui est assez marrant, c'est de voir qu'en fait, tout le travail qu'ont fait les femmes, et je parle notamment à la grande époque du réaquiste, où finalement, les personnalités artistiques qui se sont un petit peu individualisées, c'est souvent des femmes. Je pense à Patrizia Paul et Patrizia Gajacek, à Jackie Migael. Voilà, des personnalités comme ça. Anna Rowe qui a parlé. Anna Rowe qui, tout à fait, mais qui a peut-être moins fait de projets solo que les précédentes que nous avons citées. Un peu plus tard. Voilà, on va pas en tout cas les citer. Mais probablement aussi, c'est bien parce qu'elles n'avaient pas forcément une place dans ce collectif. Elles ont inventé leur place et elles ont inventé une façon d'être une chanteuse de Corse, une chanteuse corse qui sortait un peu déjà, qui avait moins de carcan peut-être que l'expression masculine qui était alors en vigueur, enfin en tout cas pendant les années 80. Et aujourd'hui, la scène est vraiment très égale, je pense, peut-être pas... Quoique, avec des gens comme Dor, il y a Diana Saligetti, avec Francine Massiani, avec Elisa Tramoni, Laetitia Giuntini. Laetitia Giuntini. Il y a une scène féminine corse qui est très vive. Oui, il y a des groupes corses. Je pense à Zoarine, et en plus, oui, tout à fait. Quintine. Enfin, il y a des tas de... Oui, des groupes de polyphonie aussi. Oui, Maestrelli. Enfin, il y a vraiment tout un travail qui est fait aussi sur l'expression féminine. Enfin, et voilà, et que ça reste de la musique, et que ça reste, voilà, qu'on arrête avec toutes ces distinctions, etc. Mais c'est vrai que les femmes, en tant que chanteuses, ont certainement apporté leur pierre à l'édifice de la musique corse. Ont aidé à cette évolution aussi, oui. On évoquait tout à l'heure cette période du réaquiste où il y avait ce sentiment de rupture avec la variété, la chanson de cabaret, etc. Aujourd'hui, cette nouvelle génération, entre guillemets,
J'ai l'impression de l'extérieur, quand je vous vois collaborer tous les uns les autres sur divers projets, on a vu chez Miguet à Valais, là, en 360, je suivais ça sur les réseaux sociaux, des tas d'artistes qui sont passés. On a l'impression qu'il y a une espèce de génération un peu plus solidaire, j'allais dire, quelque chose qui est des gens de l'entraide, on collabore ensemble. Je me trompe ou... Non. J'ai pas l'impression de concurrence, voilà, Alors, de compétition en tout cas. Non, c'est vrai. Moi, je pense que bizarrement, alors on fait souvent la critique des réseaux sociaux pour plein de raisons et elles sont valables. Là, pour le coup, je pense que les réseaux sociaux ont emmené ça aussi. On voit les autres, tout simplement, travailler, comment ils ont travaillé. Il y a beaucoup de documentaires qui sortent sur la manière de travailler, même des idoles qu'on a eues, comme les Beatles. Et on a vu ce partage qu'il y avait dans le processus de création, et je pense qu'il y a quelque chose d'un peu décomplexé sur l'entraide, sur comment tous s'apporter les uns les autres. Miguet impulse énormément ça, je trouve. C'est quelqu'un qui fait le lien. Exactement, il fait le lien entre plusieurs personnes qui se seraient peut-être jamais rencontrées, en tout cas artistiquement. Donc ça, c'est une personne voilà, qui apporte ça, mais c'est vrai que c'est un peu plus décomplexé de ce côté-là. Moi, je trouve qu'il y a un très bon état d'esprit, effectivement, et de collaboration. Et c'est vrai que c'est quelques personnes, quelquefois, il suffit qu'il y en ait 3 ou 4, et Miguet en fait partie, de gens qui agglomèrent, qui font se rencontrer les uns et les autres. Et moi, j'aimerais citer aussi le travail d'une plateforme qui s'appelle Cascolt, et qui a 2-3 ans d'existence maintenant, et sur laquelle on peut retrouver toute la diversité de la création qui se fait en Corse. Donc là, vraiment, ils essayent, en tout cas, d'être un répertoire exhaustif de tout ce qui se fait en termes de production musicale sur la Corse. Et du coup, enfin, moi, j'ai découvert vraiment cette plateforme il y a quelques temps, et puis et à travers aussi un petit festival qu'ils ont au mois de septembre à Bastia. Et c'est fou la diversité de la scène corse. C'est-à-dire que même au niveau des styles... Il y a du rap. Il y a du rap, il y a de l'électro. Il y a un monde artistique qui fourmille, en fait. C'est incroyable. Et je pense que toutes ces personnes, voilà, si on les met en présence... et puis il faut mutualiser aussi un peu les moyens, des fois, un studio, un truc d'enregistrement, des musiciens. Je pense que oui. Justement, quand on parle de moyens, quand on parle de comment on vit aujourd'hui, quand on est musicien, comment on vit de sa création aujourd'hui. Combien d'artistes peuvent vivre de leur création? C'est compliqué quand même. Vous, Célia, vous êtes, j'allais dire, vous êtes installée, vous collaborez avec plein de projets, plein de groupes. Moi, j'ai la chance déjà d'être une interprète qui accompagne des projets artistiques la plupart du temps, avant de mettre les miens vraiment. Mais je pense qu'on a quand même une chance ici, c'est que la Corse est une région culturellement assez riche et quand même assez aidée. Par les institutions, même si la crise touche tout le monde ces derniers temps, mais... oui, il y a un système d'aide auprès de la collectivité. Vous avez le sentiment d'être accompagné, D'abord, pour un territoire de 370 000 habitants, 50 000 habitants, il y a quand même un maillage de scènes qui existe et qui est assez conséquent, même si on trouve que c'est jamais assez ou assez bien, évidemment. Après, on a aussi des lieux patrimoniaux qui nous permettent de nous produire dans des endroits incroyables et de pouvoir créer des scènes là où, a priori, il n'y en a pas, que ce soit en intérieur dans des magnifiques bâtiments, en extérieur aussi l'été. Donc, en fait, on a une surface de production de spectacles pour montrer justement ce qu'on fait, qui est quand même assez énorme sur la Corse. Après, il faut juste avoir les idées, les défendre... et trouver une façon Enfin, il faut juste. C'est tout un travail. Ça prend énormément de temps. Mais on peut travailler dans des écoles de musique. Il y a le statut de l'intermittence du spectacle qui, néanmoins, fait énormément pour nous permettre de créer et de nous poser dans nos projets. Il y a un statut qui n'existe, à ma connaissance, pas ailleurs. Hein. Non. Il faudrait regarder, mais en tout cas, c'est propre. C'est vrai qu'il y a... On ne sait pas si ça va durer encore longtemps. Mais on espère. C'est quand même... Mais non, mais par exemple, récemment, c'est Pierre Gambini qui postait ça l'autre jour. L'Irlande donne une sorte de SMIC artiste. Et c'est tout nouveau. Je crois qu'en Belgique, il y a un petit peu le même système. En Italie, il n'y a rien, ça c'est sûr. En Italie, il n'y a rien.
Et quand effectivement les artistes ne sont pas obligés de faire des métiers à côté d'eux, et ben ils ont beaucoup plus de temps pour faire évoluer la création. Évidemment. Et voilà. Évidemment. Est-ce qu'encore il y aurait besoin d'un dispositif un peu particulier? Parce que bon, l'insularité complique aussi les choses. D'après vous, pas? Oui, quand même. C'est vrai que l'insularité bloque pas mal de possibilités. Elle bloque surtout les possibilités de partir, mais pas forcément de créer. Oui, mais les moyens techniques, peut-être un petit peu. Peut-être. Les possibilités aussi de distribuer la création artistique à l'extérieur. C'est un peu plus compliqué, j'ai l'impression. Tout le monde a ce problème. Au Canada, non. Alors, par exemple, au Canada, tous les artistes canadiens sont subventionnés pour porter leur musique ailleurs. C'est-à-dire que les billets d'avion sont pris en charge. Il y a des aides de la part de la région pour ça. C'est pas forcément simple de monter les dossiers ni d'obtenir les aides. Et les calendriers des aides ne correspondent pas forcément à la temporalité. Justement, aujourd'hui, quand on est sur une création artistique, musicale, qui me donne le sentiment d'avoir quelque chose, une démarche un peu plus universelle, par rapport à ce qu'on disait sur le réacouste, même si il y a eu une époque où les groupes insulaires avaient un succès certain à l'extérieur, sur le continent et à l'étranger. Comment on arrive à distribuer, à faire connaître cette musique à l'extérieur? C'est ça qui est... On a toujours l'impression qu'il y a une limite, qu'il y a un plafond de verre qu'on n'arrive pas à franchir et que l'Italie est à deux coups de rame, j'allais dire, et on n'arrive pas à... Il n'y a quasiment aucun contact quasiment aucun contact. La Sardaigne est encore avec l'Italie, moins loin, et il y a 1 600 000 habitants. Il y a un public potentiel qui pourrait être sensible aussi à ça. Et j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à franchir ce plafond de verre. Moi, je pense que malheureusement, la distribution, c'est du budget. Et je déteste dire ça parce qu'on est là pour parler de musique, mais l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et pour distribuer, pour dépasser l'île, c'est vrai que c'est des problèmes budgétaires. Et pour des artistes émergents, pour le coup, ici, pas mal sont en autoproduction. Et pour de l'autoproduction, c'est vrai que budgétairement parlant, c'est compliqué de le Il faudrait peut-être une aide pour les artistes insulaires professionnels. Il y a ça, et surtout, il nous manque un environnement professionnel qui permettent, justement, parce que même si on a du budget, il faut gérer ce genre de choses. Et puis même aller chercher un budget, c'est aussi un métier. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on fait nos créations, on se bat, on arrive à aboutir un projet, on a déjà fait énormément de choses qui dépassent largement la casquette de chanteur, musicien, musicienne. Voilà. Est-ce qu'il ne faudrait pas structurer cette filière, justement? Est-ce que le problème n'est pas Il faut des compétences que pour l'instant, nous n'avons pas forcément ici, c'est ça que vous dites? Puis une structuration, finalement, peut-être au service des acteurs professionnels. Parce que là, c'est important aussi Mais tu as raison, tout à l'heure, tu as dit... vous, peut-être. Tu as posé une question, c'était est-ce que c'est accessible? Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont mises en place et des fois, on l'apprend. Je me compte là-dedans. Ceux qui créent, comme tu dis, on a mis beaucoup d'énergie dans le processus de création. Une fois ça terminé, le moment où on va le distribuer et où il se pose ces questions-là, pas tout n'est accessible. Alors moi, mon but, c'est pas du tout de taper le poing sur la table ou de viser n'importe qui, mais l'accessibilité de ces aides, comment avoir certaines aides, comment monter des dossiers, ça c'est une chose, comme tu le disais, où peut-être les artistes n'ont plus l'énergie et puis ça dépasse nos compétences. Oui, c'est des compétences. Il faudrait être chanteur, compositeur, interprète, manager, du coup. Manager, comptable, c'est très compliqué, rédacteur. Ça demande, beaucoup de choses. Alors, vous disiez, pourquoi pas vous monter une filière? En fait, je pense que monter une filière, d'abord, je ne sais pas si ça peut s'envisager comme ça. Il faut que ça vienne des personnes. Je sais que nous, au titre de notre association, c'est-à-dire c'est une association qui produit plusieurs choses, le Jacques Orchestra, bien sûr, mais aussi le Festival Lectos, on a mis en place, on a repris une activité d'accompagnement sur la paye des artistes.
Parce que ça, c'est compliqué. Tout l'accompagnement Voilà. administratif Voilà. qui est très important et qui libère un peu les artistes de ces contraintes. C'est-à-dire chronophage, bien simplement s'inscrire dans toutes les bonnes caisses, pouvoir faire les fiches de paye d'un spectacle ou d'une tournée. Eh ben, nous avons pris sur nous d'employer quelqu'un, de trouver des aides pour employer cette personne et d'essayer de générer un petit chiffre qui permette... Voilà, et en fait, aujourd'hui, on a à peu près 120 intermittents qui passent par ce service-là. L'émission pardon. L'émission touche à sa fin. Un mot sur l'actualité. Célia Picciot, cet album il sort le 1er décembre. Anima Terra, qui sort le 1er décembre. Pensez-y pour vos cadeaux de Noël. Laetitia Giuntini et l'orchestre des violoncelles de Moïda. Clément Albertine, l'album, il va sortir quand ? Alors, date précise, je ne pourrais pas dire, ce pour sera Noël. Aussi votre cadeau de Noël, mais j'espère que l'EP sera sorti pour justement accompagner l'album de Célia sous le sapin et ce concert le 28 novembre. Merci à vous, merci Cathy pour ce joli film. Merci à vous Laurent, merci à nos invités. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission de Diante. Bonsoir.